On a vu Kraven, le dernier film, ou plutôt devrais-je dire le dernier coup dans le cercueil du SSU, l'univers partagé Spider-Man sans Spider-Man de Sony. C'est l'occasion de faire un petit bilan de cette saga incroyable qui aura en 6 films révélé et peut-être même causé à peu près tous les dysfonctionnements hollywoodiens du moment. J'ai regardé la mort dans les yeux. Et pour la première fois, j'ai vu qui j'étais vraiment. Les plus courageux ou inconscients d'entre vous sont allés voir Kraven le chasseur. D'ailleurs, big up à la personne qui est venue nous voir à notre séance du matin. On n'est pas les seuls à souffrir. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Le blockbuster de la semaine réalisé par J.C. Chandor, un cinéaste qui avait fait parler de lui grâce à Margin Call, All Is Lost, A Most Violent Year et Triple Frontière. Mais son pédigré, on s'en fout, car c'est bien sûr plutôt un film signé des exécutifs de Sony. Dans un premier temps, son embauche avait fait naître l'espoir parmi nous, laissant entrevoir un peu de changement après le look de téléfilm baveux de Madame Web et l'agression visuelle de Venom 3. Mais je vous arrête tout de suite. Non, on ne retrouve pas la moindre bribe de son style dans le résultat final, et ce n'est pas le sujet, hein. En fait, c'est vous qui êtes trop lourd là aussi à vouloir du cinéma, c'est à cause de vous que ça se plante, vous êtes trop exigeant. Rappelez-vous, il faut déposer son cerveau, se forcer à apprécier un film qui est avant tout un divertissement, et puis d'abord, si ça ne vous plaît pas, pourquoi vous ne faites pas un film vous-même pour voir un peu? Ce sont à peu près les seuls arguments qui restent pour défendre le studio, ou pour motiver quiconque à aller voir la dernière merde en date qu'il a pondue. Selon Sony, si vous avez des Funko Pop dans votre chambre, vous êtes un consommateur influençable, et bien évidemment dépourvu du moindre esprit critique. Sauf qu'ils avaient tort, et ce depuis bien longtemps. Car oui, je pourrais m'étendre 3 quarts d'heure sur les milliards de défauts de cette origin story pétée du bulbe, je pourrais évoquer l'effroyable laideur et l'inconséquence du truc, ces raccourcis narratifs grossiers accumulant les coïncidences plus vite que les modèles 3D mal incrustés, ces dialogues débiles et ces scories en cascade, je pourrais souligner à quel point celui-ci est peut-être un poil plus regardable que les autres, puisque son premier degré permanent le fait à de rares occasions basculer dans le nanar pur jus, notamment lors des apparitions de Russell Crowe version influenceur mascu, des plans regardez mes gros biscottos de Aaron Taylor Johnson, donc tous les plans avec Aaron Taylor Johnson, ou bien sûr de n'importe quelle réaction du grand méchant joué par un Chill Lewis Paris dont le cabotinage n'a d'égal que la transformation. Tu veux savoir pourquoi on m'appelle le Rhino? Il s'élance à près de 50 km/h vers son ennemi, avec la même force qu'une camionnette. Mais pour ça, je vous renvoie au tas d'autres vidéos qui prendront un malin plaisir à tirer sur cette ambulance vide, pilotée par un aveugle sans permis, à regarder la critique de Geoffrey qui détaille bien tous les problèmes du film, ou même à regarder nos vidéos consacrées à Madame Web et Venom 3, en remplaçant les mots « Bonjour, je m'appelle Antoine et j'ai envie de crever » par « Bonjour, je m'appelle Mathieu et j'ai envie de crever ». Non, je pense que le film est plus intéressant pour ce qu'il représente, c'est-à-dire la fin / la mort de l'univers partagé de Sony, dont il est donc temps de faire le bilan. Et les amis, quel monumental Bérésina! Bonjour tout le monde, je m'incruste pour vous conseiller, comme à mon habitude, de fabuleux films à découvrir sur Filmo, la plateforme de VOD dont nous sommes les heureux partenaires. Dans leur catalogue, vous pourrez trouver notamment Belle de jour, le grand classique de Louise Buñuel sorti en 1967 et adapté du roman du même nom écrit par Joseph Kessel. Dans cette histoire complexe et étonnante, une jeune femme très belle explore sa sexualité et ses désirs les plus inavouables en se prostituant certains après-midi dans une maison close, tandis que son gentil petit mari ne se doute de rien. Belle de jour aborde la question du désir féminin à travers sa répression, ses pulsions, la perception qu'en ont les hommes autour et enfin ses conséquences destructrices dans un monde qui ne lui laisse que très peu de place. Avec Catherine Deneuve et Michel Piccoli en tête d'affiche, le film de Buñuel est un concentré de nouvelle vague à l'italienne qui a profondément marqué l'histoire du cinéma et la filmographie de ses comédiens. Mais si vous préférez du moins classique et du plus moderne, je vous conseille aussi très vivement I'm Not There de Todd Haynes, qui est tout simplement l'un de mes films préférés. À l'heure où va bientôt sortir chez nous A Complete Unknown, biopic de Bob Dylan réalisé par James Mangold, il est temps de se replonger dans cette biographie complètement romancée et expérimentale du chanteur, sorti en 2007 au cinéma. Dans I'm Not There, Bob Dylan est incarné par pas moins de 6 acteurs différents, parmi lesquels Christian Bale, Richard Gere, Cate Blanchett et Marcus Carl Franklin. Chacun de ces personnages représente une facette de l'insaisissable Bob Dylan, créant une multitude de petits récits qui,
pris tous ensemble, finissent par donner une idée de ce qu'a pu être la vie de l'artiste, sans jamais l'aborder frontalement. Un procédé brillant qui a donné donc ce chef-d'œuvre à retrouver sur Filmo, une plateforme de VOD sur laquelle vous trouverez autant de pépites méconnues que de grands classiques et de blockbusters à la mode. De quoi satisfaire votre soif de films avec un catalogue disponible à l'abonnement ou à la carte. Mais attendez, parce que vous avez droit à 2 semaines d'essai gratuits, suivi d'un abonnement à 6,99€ par mois, sans engagement. Et avec le code ELFilmoForever, vous aurez carrément droit à 1 mois gratuit, toujours sans engagement. Alors c'est Noël ou quoi ? Si on quitte la dimension artistique, si tant soit peu qu'on y soit entré un jour, l'article de The Wrap annonçant que Sony cessait la production de ses spin-offs de Spider-Man n'avait rien de très étonnant. Le Sony Spider-Man Universe est composé de 6 films, 3 films Venom et 3 autres films consacrés à des personnages Marvel, Morbius, Madame Web et donc Kraven à jamais le dernier. Et le truc c'est que ces 3 derniers films ont fait de pire en pire au box-office. Alors Sony a tenté comme il a pu de s'en défendre, dans un article de Variety si complaisant qu'on le jurait, écrit par le journaliste de Deadline qui avait prétendu que Black Adam s'était pas planté, les représentants du studio ont insisté pour dire que Morbius a bel et bien fait du bénéfice. Alors on veut bien les croire, mais avec 167,4 millions de dollars de recettes, pour un budget estimé à 75 millions, il y a quand même de très peu de chances qu'il soit parvenu à faire du bénéfice en salle. Je prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a pas marché. Pour rappel, les budgets de production ne prennent pas en compte les budgets promo qui sur un blockbuster pareil sont généralement de plusieurs dizaines de millions de dollars. Ajoutez à ça que les studios récupèrent à peu près la moitié des recettes de l'exploitation aux États-Unis et une fraction encore moindre à l'international, sachant que Morbius a plus rapporté à l'international qu'aux États-Unis. Les calculs sont pas bons, Jared. Ce seraient donc les deals passés ici et là avec les services et l'exploitation en VOD et en vidéo qui auraient fini à la longue par éponger le trou qu'il a creusé dans le portefeuille de la firme. Ça suffit peut-être à ne pas en faire un monumental bid, mais rembourser à peine son budget après des années, ça n'est pas ce qu'on appelle un succès. Un film, ce n'est pas uniquement un investissement financier, c'est aussi un investissement dans le temps. À quoi ont donc servi les multiples mois occupés par la production de la chose, et qui va me rembourser les 2 heures passées devant ce putain de navet? Et surtout, les 2 films suivants, eux, sont catégoriquement irrémédiablement des désastres industriels cuisants. Kraven, lors de son premier week-end d'exploitation américaine, a rapporté à peine 11 petits millions de dollars de recettes sur un budget de 110. Ça fait 10%. C'est encore pire que Madame Web qui avait démarré avec 15 millions pour un budget de 80. Les seuls films vraiment rentables de cet univers, ce sont les Venom qui ont engrangé 856 millions, puis 501 millions, puis 475 millions de dollars dans le monde avec des budgets dans la tranche des 110 millions de dollars. Alors qu'est-ce qui s'est passé et surtout pourquoi diable Sony a-t-il validé de tels futurs désastres? Eh bien c'est pas compliqué, c'est parce qu'à la fin des années 2010, les studios hollywoodiens ont tous péter un câble. Est-ce que vous vous rappelez du Dark Universe? C'était un univers partagé sur le modèle super-héroïque consacré aux Universal Monsters, qui devait démarrer avec Dracula Untold, mais qui a officiellement été lancé juste avant La Momie avec Tom Cruise. Vous vous rappelez de ce truc? À l'époque, ils avaient fait cette superbe photo de classe dévoilant les comédiens de prestige à l'affiche. Johnny Depp en homme invisible, d'ailleurs c'est pour s'entraîner qu'il est toujours en retard sur les plateaux, Javier Bardem en créature de Frankenstein, et Russell Crowe. Non, pas celui-ci, voilà, celui-là, dans le rôle du Dr Jekyll, gérant une agence nommée le Shield. Non, Monarch. Non, pardon, le Prodigium, voilà, c'est ça. Mais en 2019, alors qu'était annoncé l'homme invisible version Blumhouse, Universal laissait tomber à cause du score moyen bof de La Momie et surtout des critiques assassines qui ont du coup tué un peu dans l'œuf ce projet. Eh bien, le Sonyverse est exactement ce qui serait arrivé au Dark Universe si les exécutifs d'Universal n'avaient pas eu le bon sens de l'annuler. Ce qui s'est passé, c'est que le modèle Marvel a détraqué l'industrie et que le carton stratosphérique des 2 derniers Avengers a donné des idées à tout le monde. Le modèle Marvel, à l'époque, consistait finalement en une seule chose, le planning. Bien avant l'ère de Kevin Feige, les franchises à Hollywood fonctionnaient sur un principe simple. Un film sort, il a du succès, on fait une suite. Simple et efficace, sauf qu'il faut attendre le temps de la production d'un long métrage entier entre les 2 échéances. À l'époque des premiers blockbusters, ça n'en faisait que des événements plus importants. À l'heure de la prolifération des franchises, le risque que les spectateurs perdent leur intérêt est grand. Et d'ailleurs, ça s'est encore vérifié récemment. Dans les années 2000, ils ont été de plus en plus à valider plusieurs suites d'un coup, parfois tournées en même temps, afin de ne pas perdre ce momentum. Ça a été fait avec beaucoup de succès par Disney, avec Pirates des Caraïbes, avec un poil moins de succès par Warner avec Matrix, et dans les années 2010, ça s'est un peu accéléré avec les suites de Harry Potter, qu'on pourrait même considérer comme une sorte de précurseur de Marvel, Twilight et Hunger Games. Mais ça restait des suites
très attendu de méga cartons. En annonçant les films par phase, Feige limitait à quelques mois à peine l'attente entre chaque volet et parvenait miraculeusement à garder l'attention du public en interconnectant chacun de ses films. Et pour certains, c'était la formule ultime pour introduire de nouvelles sagas. Rappelez-vous qu'à l'époque, faire des films sur les Gardiens de la Galaxie ou surtout sur Black Panther et Captain Marvel, c'était très loin d'être gagné. Les personnages étaient inconnus du très grand public et même au sein de Disney, leurs films ont fait l'objet d'une longue bataille de pouvoir entre Feige et le patron réac Ike Perlmutter. Mais Captain Marvel et Black Panther ont fait plus que lui donner tort. Ils ont tout explosé avec chacun plus d'1 milliard de dollars de recettes. C'était du jamais vu. En 2019, alors que Marvel dépassait la barre du milliard avec 3 films différents dans la même année, donc Captain Marvel, Avengers Endgame et Spider-Man Far From Home, Hollywood s'est dit qu'ils avaient trouvé la recette suprême, capable d'envoyer un personnage quasi exclusif aux comics dans la stratosphère du box-office en un seul film. Et tout le monde pensait que ça venait de cette énorme prise de risque qui consiste à greenlighter, c'est-à-dire à lancer officiellement la production de plusieurs films simultanément pour qu'ils sortent les uns à la suite des autres. C'est la grande époque des panneaux récapitulatifs du Comic-Con et des vidéos de 4 heures qui analysent le moindre slip qui sèche en arrière-plan pour savoir s'il n'appartient pas à Super Destructor Woman ayant joué un rôle crucial dans la case 8 de la page 39 du reboot alternatif de Pogo Girl. Et c'est donc à ce moment-là que tous les studios se sont mis à adopter la même stratégie et à planifier 18 films sur 10 ans. Et c'est donc le 12 mars 2019 que le responsable de la télévision chez Sony, Mike Hopkins, enhardi par le succès de Venom, qui était réel à l'époque, annonçait dans Variety qu'ils avaient planifié les 7 ou 8 ans à suivre. Une erreur qui n'explique pas uniquement les déconvenus au box-office, mais également la qualité des films à venir. Mais ça j'y viens. Ça explique aussi pourquoi tant de comédiens de renom sont allés cabotiner dans ces trucs. À l'époque, tout le monde voulait avoir son propre super-héros. Je suis à peu près certain qu'Adriana DeBose, détentrice d'un Oscar pour West Side Story, ne se doutait pas du traitement réservé à son personnage, qui est littéralement abandonné par le récit au moment où il révèle qui il est vraiment. De même que Kraven est véritablement un personnage essentiel de la mythologie Spider-Man, et nul autre que Aaron Taylor Johnson s'imaginait affronter l'homme araignée ou tout du moins régner sur la franchise d'un moment. Mais un contrat, c'est un contrat, et même quand tout se pète la gueule, il faut l'honorer. À l'époque, le studio avait complètement craqué son slip avec des projets pour les Sinister Six bien sûr, pour un film d'Olivia Wilde possiblement centré sur Spider-Woman, un film sur Hypno Hustler mené par Donald Glover, et surtout un El Muerto avec la star du reggaeton Bad Bunny, lequel est venu en personne annoncer le projet au Comic-Con 2022. Alors le truc a bel et bien été en développement à un moment, puis repoussé par la tournée du chanteur et la grève des scénaristes, jusqu'à donc ce fameux papier des The Wrap qui annonce la fin de tous les spin-offs individuels pour se focaliser sur le 4e Spider-Man. Donc ça pue, grosso modo, pour El Muerto, c'est finito El Muerto. À vrai dire, il est possible que le studio ait freiné des 4 fers bien avant, mais comme tous les films étaient déjà en production, il a fallu les sortir et serrer les dents. Serré très très fort, un peu comme DC qui a subi la dégringolade de sa marque et le plantage successif d'à peu près tous les trucs absurdes comme Shazam 2 par exemple qu'ils ont greenlighté par le passé. Les cafouillages du DCU, du début à la fin de sa piteuse existence, faisaient en effet à l'époque déjà un peu figure d'avertissement. Avertissement ignoré par Sony. Cette stratégie de mise en production de 45 films en même temps, elle a 2 gros défauts. D'une part, si tout le monde s'y met, Marvel va perdre son monopole. C'était plus simple pour le grand public de suivre une seule grosse saga interconnectée. Avec la concurrence, qui plus est la concurrence de celui qui est perçu quand même comme son fils un peu illégitime, il doit choisir à qui accorder son attention ce public. Et aussi sa thune, parce qu'à force de viser les fans de comics, les exécutifs perdent aussi de vue un public familial, qui n'a pas forcément les moyens financiers et ou logistiques pour aller au cinéma tous les mois. D'autre part, au moindre souci de calendrier, toute l'organisation pourtant calée au caméo près s'écroule comme un château de cartes. Et ça tombe bien, c'est exactement ce qui s'est passé à cause de 2 événements, le Covid et la grève des scénaristes. Et c'est là que le papier de Variety sombre dans la mauvaise foi la plus crasse et le damage control le plus douteux. Le papier dit que, techniquement, il n'y a jamais vraiment eu de Sony Spider-Man Universe, car je cite, Sony n'a jamais approché ses adaptations de comic books avec ce niveau, donc sous-entendu le niveau de Marvel, de cohésion narrative intentionnelle. Pardon ? C'est effectivement le cas en regardant les films. Je veux dire, dans le cas de Kraven, le seul lien fait avec l'univers de Spider-Man, c'est la une du Daily Bugle. Mais personne ne nous fera croire que les versions préliminaires de ces films n'étaient pas truffées de liens, de connexions et de clins d'œil. Et ça, on le sait grâce aux bandes annonces. Car ça, et ça, c'est pas dans le film. Alors, bien entendu que le montage a pu changer pour des tas de raisons entre la promotion et le résultat final, mais ça ressemble quand même beaucoup à un cliffhanger pré- ou post-générique abandonné à la dernière minute. Et surtout, c'est très loin d'être la première fois que ça arrive. Les exemples les plus sidérants concernent les liens avec le multivers du MCU, qui devait a priori avoir de l'importance,
mais ont été abandonnés au moment où Sony a commencé justement à laisser tomber ses envies d'univers connecté. C'est assez explicite dans cette scène absolument lunaire de Venom 3 qui réécrit carrément la scène post-générique de No Way Home pour rapatrier le petit bout de symbiote dans son univers d'origine, hop, ni vu ni connu. La réalité c'est que ces deux événements ont complètement foutu le bordel dans la timeline et la production des films. Rappelez-vous de cette incroyable promo de Morbius qui nous promettait le grand retour du vautour de Michael Keaton, pour finalement le ramener dans une vieille scène post-générique qui n'aura évidemment aucune espèce d'importance par la suite. La réalité c'est que le Covid a repoussé la sortie après celle de No Way Home et Doctor Strange 2, forçant Sony à effectuer des reshoots pour reconsidérer sa place dans un film, puisqu'une fois le multivers introduit par Marvel, là les scènes ne fonctionnaient plus du tout. En bouleversant le planning de sortie des films, la pandémie a forcé les exécutifs de la dite firme à multiplier ce genre de manip et de un peu recollage à l'arrache au gros scotch leurs films, les forçant finalement à abandonner le grand plan cohérent visé à l'origine et dégager toute référence aux univers étendus et leurs rejetons difformes. Et ce n'est une surprise pour personne, un film qui passe son temps à être remodelé et reconstitué, a fortiori un film fort en effets spéciaux, ça peut pas vraiment être un bon film. Et surtout l'apport des réalisateurs engagés est encore plus dilué dans les cahiers des charges en perpétuelle mutation du studio. Alors je dis pas que les films auraient été des chefs-d'œuvre sans le Covid, mais c'est sûr que ça a pas aidé du tout. Et puis la grève des acteurs a elle aussi foutu le boxon dans les plannings et a fait gonfler les budgets comme celui de Craven, donc passé quand même de 90 à 110 millions de dollars, 20 millions supplémentaires qu'ils ne récupéreront pas, vous pouvez me croire. Comme quoi la grève, parfois ça marche. Une véritable débandade qui va en plus s'interconnecter avec celle du Marvel, de la pire des manières et pour les deux parties. Comme vous le savez donc, le MCU a emprunté Spider-Man à Sony, qui détient les droits, grâce à un contrat très complexe, âprement négocié. La combine a rapporté très gros à Sony, mais ça l'a un peu mis dans une position inconfortable par rapport à ses propres films. Tom Holland dans l'univers de Kevin Feige monopolisant toute l'attention, les décideurs de Sony auraient donc décrété qu'il serait déconcertant pour le spectateur de le retrouver dans leur propre univers. Pourtant, le papier de Variety révèle que le contrat en question n'interdit pas du tout à Sony d'utiliser Spider-Man comme bon lui semble. Donc le personnage aurait pu très bien débarquer dans le Sonyverse, ils font pas exprès de l'esquiver. Mais le multivers les a un peu dissuadés de le faire, d'où cet univers Spider-Man sans Spider-Man. De plus, impossible de savoir si le contrat de Tom Holland le forçait à accepter tout et n'importe quoi à partir du moment où ça impliquait Spider-Man, il aurait pu très bien refuser. Et enfin, le studio aurait pu avoir son propre Spider-Man, et d'ailleurs il l'a fait avec ses films d'animation géniaux, aux antipodes de ses films en prise de vue réelle d'ailleurs. Mais encore une fois, il faut croire que la popularité écrasante de Holland les en a dissuadés. Ça aurait été un peu bizarre d'avoir deux Spider-Man différents dans deux univers cinématographiques différents. Ironiquement, le Sonyverse a pâti du succès du MCU. Mais il n'a pas manqué de lui rendre l'appareil, dans une relation, oserais-je dire, symbiotique, voire même toxique. Je pense que l'insuccès que des trucs comme le Sonyverse a joué un rôle dans le déclin du MCU post-Endgame. Le fait est que la majorité des gens sont pas d'obscurs nerds comme nous, qui scrutent chaque décision stratégique de gros studios, et d'ailleurs ils ont bien de la chance. Donc pour beaucoup de gens, la distinction entre la propriété de Sony et la propriété de Marvel est proprement inexistante. Marvel c'est Marvel, qu'il s'agisse d'Avengers Endgame ou de Morbius, et d'ailleurs au début il y a le logo donc c'est pareil. Et la qualité dégueulasse des films, ainsi que leur absence délirante de Spider-Man, dévalue la marque MCU, de concert avec les séries Disney+, qui ont complètement perdu les spectateurs ordinaires dont je fais partie, parce que non je me suis pas tapé tous ces trucs pour comprendre le troisième acte de Deadpool 28. Tout ça ne fait qu'ajouter à la confusion d'une mode des super-héros qui a fini par se cannibaliser et n'aller plus nulle part, comme le prouve bien Craven et son introduction de deux personnages importants de comics complètement dans le vide puisque c'est terminé. Voilà, on s'en fout d'eux, ils s'en foutent de nous, alors pourquoi continuer à faire semblant de s'intéresser? Après avoir essuyé les pots cassés, Sony va donc tenter de cesser les frais en se concentrant sur le prochain Spider-Man et sur rien d'autre, exceptant évidemment bien sûr la suite de Spider-Verse et la série Spider-Noir avec Nicolas Cage. Mais est-ce que le mal n'est pas déjà fait? Et qu'en inspirant à peu près tout le monde, le modèle de franchise super-héroïque n'aurait pas signé sa propre fin? Le genre est à la peine, certains diraient même presque en voie de disparition, et le Sony Spider-Man Spider-Verse machin truc là, malgré tout son inconséquence et le fait qu'on l'a oublié dans 6 mois, c'est peut-être celui qui a précipité sa chute. Mais puisque c'est fini, on va enfin pouvoir parler de bons films, et pour nous soutenir dans cette entreprise, vous pouvez vous abonner sur le site Écran Large, ce qui vous donnera accès à des articles exclusifs, en plus de nous donner l'opportunité d'exister un peu plus longtemps que le Sonyverse. Et si vous vous inquiétez de la fin de la frénésie super-héroïque, je vous conseille de vous rassurer devant la vidéo de Geoffrey, consacrée au box-office de Joker 2, j'ai menti, c'est la merde. A plus. Stop.